Mais avant le Da Vinci Code, avant Lincoln, avant la médiatisation de toute cette affaire, une question semble évidente. D'où viennent les informations détenues par Gérard de Sède pour l'écriture de son best-seller? Peut-être d'un seul et même homme, resté dans l'ombre pendant des années. Dans les années 60, de Sède laisse tomber le journalisme pour se consacrer à l'agriculture. Il emploie alors un ouvrier agricole qui lui dit avoir trouvé un trésor à Gisors, ville de Haute-Normandie, possédant un château historique. Emballé par cette histoire, il écrit un article diffusé dans la presse grand public. Un certain Pierre Plantard le contacte peu de temps après et lui remet une somme de documents considérables sur le sujet. Il est venu avec les plans d'une structure souterraine liée à l'ordre du Temple. Ça, c'est Gérard de Sède qui le relate dans son ouvrage. Or, Pierre Plantard a contacté Gérard de Sède par rapport à son article sur Gisors et la présence d'une chapelle souterraine. Pierre Plantard avait eu vent qu'il existait une cache souterraine liée à l'ordre du Temple et il a pu penser que ça correspondait à celle de Gisors. Ces documents vont influencer Gérard de Sède pour l'écriture de son livre « Les Templiers sont parmi nous », qui connaîtra un certain succès. Après ce premier essai réussi, sans que nul ne le sache, les deux hommes collaborent à nouveau pour écrire L'Or de Rennes. Signé seulement Gérard de Sède, le livre est en réalité pensé par Pierre Plantard, et c'est ce dernier qui fournit à Gérard de Sède les documents illustrant son propos, dont les copies des manuscrits trouvés par Saunière et les relevés de certaines pierres gravées. Avant et après la parution du livre de Gérard de Sède, Pierre Plantard aurait déposé à la BNF plusieurs documents signés sous de faux noms, qui vont appuyer le propos de L'Or de Rennes. Serpent Rouge en fait partie. Ces documents contiennent autant d'indices mystérieux qui vont orienter les chercheurs vers de nouvelles pistes. Arbres généalogiques, textes poétiques obscurs, coupures de presse. Il faudra des années pour que certains chercheurs les relient à Pierre Plantard et établissent qu'ils ont été fabriqués par lui et son complice, le comédien Philippe de Chérizet. Un drôle de duo qui intrigue encore aujourd'hui. Pour en savoir plus, je suis allé rencontrer Paul Rouel, qui était l'ami de Philippe de Chérizet et qui a rencontré Pierre Plantard. Quelle est votre conviction personnelle? Sur Pierre Plantard? Alors nous avons remonté dans le temps et remonté très loin. C'est que Pierre Plantard, comme je vous le disais, était un cristal, avec une facette pour chaque interlocuteur, mais c'était aussi un excellent amplificateur de ce qu'il avait appris ou de ce qu'on lui apprenait. C'était ainsi qu'il était capable de diriger une conversation simplement par des silences ou des mines. Alors, comment vous dire, c'est extrêmement compliqué. J'ai toujours eu l'impression que Plantard était en représentation pour quelqu'un d'autre, qu'il était en train de jouer son rôle et son jeu par rapport à des informations qu'il avait trouvées ou reçues. Mais je n'ai jamais senti une seule fois Pierre Plantard, je ne dirais même pas sincère, mais disponible. Jamais une seule fois. C'est quand même un personnage énigmatique. Oui. Vous vous êtes posé des questions. Oui. Et vous en avez fait part à Philippe de Chérizet. Oui, bien sûr. Mais Philippe de Chérizet, un peu comme de Sède, gardait une réelle distance vis-à-vis de cette histoire. Lui aussi jouait son jeu. Et c'était le plus beau rôle de sa vie, celle qu'il interprétait au quotidien. Philippe n'était pas un chercheur, pas au sens commun, je dirais presque vulgaire du terme, de venir arpenter le terrain, de venir chercher, creuser, non. Il l'a fait au tout début et quelquefois avec Pierre Plantard. Ils ont examiné des grottes, des souterrains, mais de là à venir sur le terrain chercher, gratter, jamais. Mais pour Rennes, Philippe était un pataphysicien. Il voulait faire correspondre la réalité à son rêve, avec de l'humour, ce qui manquait aux autres. De Sède et Chérizet avaient un sens de l'humour remarquable. C'est ça la distance qu'ils avaient vis-à-vis de l'histoire. Plantard n'avait aucune forme d'humour. De Chérizet fait progressivement des aveux, notamment à Henry Lincoln, sur la fabrication des faux. Il serait, dit-il,
l'auteur des parchemins soi-disant retrouvés par l'abbé Saunière et publiés dans l'Or de Rennes. Peu à peu, l'édifice imaginaire construit par Plantard se fragilise. Gérard de Sède, qui s'est senti manipulé, finit par s'éloigner de Plantard. D'autres auteurs réalisent qu'ils ont eux aussi été instrumentalisés, car Plantard n'a pas manipulé que Gérard de Sède. Il se cache en fait derrière tous les auteurs qui ont contribué à réorienter le mythe. Jean-Pierre Deloup, Jacques Bretigny, Louis Vazard, Henry Lincoln et même Jean-Michel Thibault, auteur de L'Or du Diable, qui sera adapté à la télévision par France 3. Alors, la prise de conscience que Pierre Plantard était l'homme de l'ombre qui avait inspiré ses ouvrages, elle est venue progressivement. Pierre Plantard s'est présenté comme étant un initié. Et c'est pour cette raison qu'il a eu auprès de ses auteurs, de certains d'entre eux, une aura particulière. Il fascinait parce qu'il savait. Et donc, suite à une série de conflits qui ont pour origine souvent un problème de relations égotiques, on va dire, eh bien, ces auteurs ont commencé, par exemple, à publier le contrat d'édition de L'Or de Rennes, de Gérard de Sède. Et là, on s'est rendu compte que les droits d'auteur ne revenaient pas au seul Gérard de Sède, mais revenaient aussi, pour une grande part d'entre eux, à Pierre Plantard. Et que Pierre Plantard était présenté comme le véritable concepteur de l'ouvrage. Il n'est pas facile d'évoquer la figure de Pierre Plantard quand on s'intéresse à Rennes-le-Château, puisque cette figure fait l'objet d'interrogations, mais surtout de controverses. Les chercheurs de la première génération n'aiment pas Pierre Plantard, puisqu'ils lui reprochent de s'être greffé sur une histoire déjà existante, c'est-à-dire celle du mystère de l'abbé Saunière, pour articuler une mystification destinée à nourrir sa propre mythomanie. Gino Sandri a été le secrétaire du prieuré de Sion et il a très bien connu Pierre Plantard. Lors de notre rencontre, je lui ai demandé quel était le rôle de Pierre Plantard dans l'affaire de Rennes-le-Château. Alors j'entends Pierre Plantard est un mystificateur, j'entends Pierre Plantard est un escroc. Alors je vais préférer mystificateur, puisque, si je ne m'abuse, un escroc monnaie sa mystification. À ma connaissance, Pierre Plantard n'a jamais fait fortune avec ses mystifications. Il a fait des recherches historiques, il a fait des recherches archéologiques, mais ce n'est pas un historien, un archéologue au sens universitaire du terme. Il a un but. Il recherche dans l'occulte. Et donc Pierre Plantard manie avec une grande virtuosité tous les procédés et les langages propres à ceux qui traitent de ces affaires. On a parlé dans certains domaines de langue des oiseaux, de langue symbolique. C'est très exactement comme ça qu'il faut l'envisager. La langue des oiseaux, cette pratique ancienne très prisée des alchimistes qui tient de la cryptographie et qui joue sur les sonorités. Les écrits de Pierre Plantard avaient-ils un double sens? C'est la question que s'est posée Christian Doumergue. J'ai donc posé un regard différent sur les textes. Non seulement les textes qu'il a inspirés, mais les textes qu'il a écrits lui-même, sous des noms d'emprunt. Et là, je me suis rendu compte que c'était sans doute beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que certes, Pierre Plantard a complètement falsifié l'affaire de Rennes-le-Château. Certes, il a réinventé complètement la vie de Béranger Saunière, mais on se rend compte qu'en créant cette nouvelle histoire, il a glissé énormément de symboles ou de références ésotériques qui nous renvoient à toute autre chose qu'à une simple histoire de trésor. Donc, Gérard de Sède n'a pas écrit un livre d'histoire, un livre de doctrine, un livre de philosophie, un livre d'archéologie. Je vais être même formel, dedans, il y a des inexactitudes historiques. Donc on a fait un roman. Moi j'irai plus loin. Dans certains milieux, on dirait que ce sont deux authentiques manuels d'initiation. Ils ont été composés selon certains procédés, selon certaines règles qui sont destinées à produire un certain effet. Et c'est là qu'on voit pourquoi ce mythe a eu un tel succès planétaire. C'est parce qu'en fait, avec Plantard, on n'est plus dans la quête
du trésor, voire même du secret d'Église, on est dans une quête existentielle et spirituelle beaucoup plus profonde. Il y a énormément de notions d'hermétisme qu'il a greffées sur cette histoire, énormément de symboles aux résonances spirituelles et ésotériques qu'il a posés autour de Rennes-le-Château et qu'il a déguisés. C'est-à-dire que Pierre Plantard, un petit peu à l'insu des chercheurs, les a invités à participer à une grande quête initiatique, les conduisant vers les plus profondes questions qui sont au cœur de l'âme humaine. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Pour ça que le mythe a cette résonance si forte et si magnétique. Était-ce là le véritable objectif de Pierre Plantard? Élaborer une mythologie qui emmène les chercheurs dans une sorte de quête du Graal. Une quête qui les amènerait à une vérité sur les origines de nos religions, de notre histoire, de notre civilisation. Tout ceci par l'intermédiaire d'un petit livre de poche. Et ça peut paraître paradoxal, dans ces années 60-70, de voir des livres à grand tirage servir de vecteur, de support à ce type de démarche. Mais ce ne sont pas les seuls. Robert Charroux a une image de journaliste, dans le sens péjoratif du terme, d'aventurier, il l'a été, de chercheur de trésors. Mais les livres de Robert Charroux, je dirais on aime ou on n'aime pas, mais quelque part ils véhiculent un message, et il y avait quelqu'un derrière Robert Charroux. Donc le personnage de Robert Charroux est bien plus complexe qu'on ne l'imagine, et le personnage de Gérard de Sède est peut-être plus complexe aussi qu'on ne l'imagine. En faire le dindon de la farce, c'est pour moi un peu rapide. Par contre, ces livres véhiculent certainement quelque chose. Alors parlons de mystification si on passe sur le sujet, parlons de message, parlons d'enseignement. Pourtant, l'affaire peut également influer de façon négative sur les chercheurs. Certes, oui, elle est fascinante, mais elle est aussi insidieuse, et les pièges sont nombreux. Ça fait 7-8 ans que je fréquente un petit peu Rennes-le-Château et le microcosme. Je me suis rendu compte qu'en fait, les lieux également ont une influence sur les personnalités. Il y en a certains qui ont parlé d'égrégore. En fait, Rennes-le-Château, d'abord, exacerbe certaines pulsions, notamment l'ego. Ça suscite beaucoup de rivalité, de jalousie aussi, et également aussi de certaines personnes qui tout d'un coup ont l'impression d'avoir une certaine mission, qu'ils sont là pour délivrer certains secrets. Donc ça, il faut être très très prudent. Rennes-le-Château aussi, comme certains l'ont dit, ça peut être un asile à ciel ouvert. Donc il faut raison garder. Donc au début, lorsqu'on arrive à Rennes-le-Château, on a tous le même parcours, on pense qu'on a découvert quelque chose que d'autres n'ont pas, et on commence un petit peu à prendre un petit peu le melon. Et puis après, petit à petit, on se calme, parce qu'on se rend compte que le mystère se transforme en d'autres mystères, au pluriel, et que c'est très très vaste. Et on ne sait même pas jusqu'où ça peut aller. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, on est amené à s'intéresser même à des anciennes civilisations. Ça, c'est un mystère aussi. Est-ce qu'il faut trouver le trésor de Rennes-le-Château? Non, non. Trouver le trésor de Rennes, c'est non. Bon, premièrement parce que j'ai bien l'impression que le trésor, le vrai trésor, c'est un paysage fabuleux, c'est une histoire extraordinaire, c'est une légende, c'est un rêve, et c'est le seul trésor qui peut être partagé par tout le monde. Et c'est un rêve qu'il ne faut surtout pas supprimer. Il faut laisser aux gens cette faculté d'exprimer eux-mêmes leur poésie sans passer par des intermédiaires. Il faut laisser aux gens le moyen de nager dans l'eau qu'ils ont choisie, de s'ébattre selon leurs envies. Or, les envies sont tellement multiples à Rennes, elles sont tellement extraordinaires et parfois précieuses, on ne peut pas leur retirer ça. Maintenant, la bonne question sous-jacente, y a-t-il un trésor à Rennes? C'est une autre paire de manches. Il y a des magots, on en trouvera encore.
Il y a peut-être un dépôt plus intéressant, mais qui est historique, qui n'est certainement pas monnayable. Il y a, ça c'est mon avis, il y a certainement eu des documents. Mais un trésor à Rennes. Non, c'est Rennes le trésor. Je partage l'avis de Paul Rouel, et ce documentaire pourrait s'arrêter ici. Mais tout le monde brûle de connaître l'origine de la fortune de l'abbé Saunière. Même l'évêché a mis en procès l'abbé afin qu'il fournisse des explications sur ses dépenses. Ses sources de financement sont probablement multiples. L'une d'elles serait un vaste trafic de messes, peut-être inspiré par un certain abbé Prévost qui officiait au Canada. Une piste qui intéresse beaucoup Christian Attard. Donc la première fois où je me suis intéressé à l'abbé Prévost, c'est en consultant la correspondance de l'abbé Saunière. J'ai vu un nom qui revenait assez souvent, Prévost. Heureusement, il y avait des petits indices avec l'abbé Prévost. On parlait de libellum, de renvoi de questionnaires et de conférences. Et tous ces petits termes mis côte à côte m'ont finalement permis de remonter jusqu'à l'abbé Prévost, canadien, né dans les années 1860, donc pratiquement un contemporain de Saunière, puisque Saunière est né en 52, je crois. Et en fait, cet abbé Prévost était quelqu'un de très connu. Donc il n'a pas été très difficile finalement de retrouver des informations sur lui. L'abbé Prévost a amassé une grande fortune, tout comme Saunière. Mais d'où vient son argent? L'abbé Prévost a eu une idée lumineuse. Aussi bien chez Prévost que chez Saunière, il y a un profond mysticisme. Mais il n'est pas à dissocier d'une volonté aussi de faire de l'argent. Donc, il se dit, on a un certain nombre de prêtres dans le besoin, on peut peut-être susciter des messes, ces messes, les rassembler sous le fief de cette congrégation des Pères de l'Adoration, et après les redistribuer. Saunière va adopter le principe mis en place par Prévost, à savoir de retrouver autour de lui 12 prêtres qui vont s'associer à lui. D'ailleurs, il les appelle les prêtres associés. Et dans sa correspondance, on trouve ce terme de prêtre associé. Ces prêtres vont être chargés de rassembler des messes et, à Saunière, de les dispatcher. Alors là, c'est intéressant encore une fois, parce qu'on trouve dans la défense de Saunière, quand plus tard il a été accusé de simonie, Saunière dit « mais j'ai récupéré des messes que j'ai redonnées ». Et effectivement, je pense qu'il l'a fait. On voit que ses amis, Sarda, Lasserre, lui amènent 500 messes chacun, c'est énorme déjà. Hein. Mais bon, c'est pas étonnant, ils vivent dans des villes de cure. Et donc ces villes-là, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de curistes qui sont capables d'acheter des messes. Mais Gazelle, son ami Gazelle, qui lui envoie plus d'1 millier de messes, et d'une toute petite commune, qui n'est même pas une commune de cure, comment peut-on imaginer que Gazelle trouve 1000 messes? Alors, on peut l'imaginer si Gazelle, avant Saunière, donc dans les années 1895 déjà, faisait déjà partie du groupe de Prévost, c'est-à-dire était une tête de liste dans cette région de l'abbé Prévost. Là où Prévost, justement, et Saunière vont déroger complètement, c'est qu'ils vont créer un système parallèle qui ne passera pas par l'évêché. Biard, à un moment, plutôt vers la fin de sa vie, va commencer à lever le sourcil. Son successeur, lui, carrément, va trouver que là, il pousse un peu loin le bouchon, parce que c'est, encore une fois, c'est la fonction de l'évêché, de répartir ses messes vers les prêtres les plus pauvres. Or là, ce sont les prêtres eux-mêmes qui décident cette répartition de messes et qui décident cette accaparation de messes. Donc, il y a un problème. Mais ce n'est pas tout. Prévost aurait trouvé une astuce dérangeante qui lui permet alors de maximiser ses finances. Il faut qu'on parle d'autre chose qui est beaucoup plus problématique et qu'a inventé Prévost et que je soupçonne Saunière d'avoir mis au point lui aussi, c'est la réduction des messes. C'est-à-dire qu'à un moment, comme Saunière, trop de messes arrivent. Trop de messes, on ne peut plus les dire. On n'a plus le temps matériel de les dire. Et qu'est-ce que fait Prévost? Il dit, on me donne la possibilité de réduire ces messes. Donc on a besoin d'en dire qu'une seule, mais on en récolte 4. Voilà l'idée, quoi. Et ça c'est sur le plan de la religion, c'est un scandale. C'est un scandale absolu. Le système fonctionne et les sommes d'argent reçues sont colossales. Prévost décide alors d'investir cet argent dans de l'immobilier. Prévost a un patrimoine immobilier énorme, au point qu'il s'achète le château de la Beuvrière, qui est un véritable château.
Et au point qu'il veut faire construire des villas à travers la France, notamment à Lourdes, villas qu'il va nommer les villas Béthanie. Et ça, je veux dire, le parallèle avec Saunière, il est évident. C'est sa villa Béthanie. Donc des années 95 à 97-98, Prévost est dans le sud de la France. Il est à Luchon. Et c'est à cette époque-là que Saunière écrit nominativement à Prévost, qu'il y a une correspondance assez dense entre les deux hommes. Alors, que fait un prêtre appartenant, directeur d'une congrégation des adorateurs du Très Saint-Sacrement, sous un faux nom dans le sud de la France? On peut poser légitimement la question. Bon. Et c'est quand même captivant cette histoire-là, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il veut acheter, mais il ne veut pas acheter sous son nom. Il ne veut pas acheter sous le nom de la congrégation, et rappelons-nous qu'il est très riche. C'est très net et très intéressant dans notre histoire, parce qu'il achète des villas dans le but d'en faire des maisons de retraite pour prêtres. Et qu'est-ce qu'on voit sur la villa Béthanie, quand on traverse le porche, on voit que cette maison est destinée en fait, et Saunière le dit en plus dans sa défense, il dit « je construis une maison pour des prêtres ». Et ça, c'est l'idée de Prévost. Prévost dit « je veux construire des maisons qui soient des lieux d'asile pour les prêtres ». Quand Prévost va quitter ce mouvement, il faut quand même savoir qu'on est le nombre de prêtres affiliés à ce mouvement, dont Saunière, en fait, il est parti de 6 000 prêtres jusqu'à atteindre 80 000 prêtres. C'est quelque chose d'énorme en France. Hein. C'est un réseau qui maille la France. Moi, je pense que Saunière était un homme génial. Certains chercheurs ont dit que c'était un imbécile. Je ne suis pas du tout d'accord. C'était quelqu'un d'intelligent, de très instruit. Et tout en étant totalement isolé, il a ramené à lui des sources de financement énormes et de tous côtés. Donc, je trouve que sur le plan intellectuel, c'était très certainement quelqu'un de remarquable. Les prêtres adorateurs, donc le Très Saint-Sacrement, envoient des mandats à Saunière. Ça, c'est un autre côté des choses qu'on n'a pas dit. Des fois, on dit, mais les messes ne suffisent pas à financer Saunière. Mais Saunière n'a pas reçu que des messes. Il a reçu aussi des dons en argent. Il a reçu aussi des mandats. Saunière a toute sa vie été un quémandeur. Là, on parle de 2-3 mouvements, des prêtres du Très Saint-Sacrement. Mais en France, il y a eu énormément de mouvements. Énormément de mouvements qui se sont attachés à cette fin du XIXe siècle. Des mouvements en général créés par la très haute bourgeoisie, la très haute, et puis la noblesse. Ils se sont attachés à créer des mouvements pour aider ces prêtres nécessiteux. Or, Saunière se présente comme un prêtre nécessiteux dans un petit village de France, avec une église en ruine, etc. etc. Il va jusqu'à demander de la cire, il va jusqu'à demander des linges de messe. Il va, en fait, il demande tout ce qu'il peut demander. Au final, l'abbé Saunière était très pragmatique. D'autres chercheurs, comme Aronnax, ne sont pas entièrement persuadés du trafic de messes, comme explication unique à la fortune de l'abbé. Un jour, je réussis à le joindre par téléphone. Pour moi, l'hypothèse la plus crédible de la fortune de l'abbé Saunière, c'est la découverte d'un dépôt souterrain, et pas loin du village. Mais c'était un secret de polichinelle. Hein. Ce dépôt souterrain, il a été plusieurs fois divulgué à demi-mot par les anciens de Rennes-le-Château. C'est vrai que durant son procès, l'abbé Saunière a avoué avoir s'être livré à un trafic de messes, mais pour moi, ça ne tient pas la route. C'est un système de défense qu'il a adopté. Ces messes, c'est une manière de blanchir l'argent, de blanchir les richesses qu'il avait trouvées. Alors, trésor ou pas trésor? Je décidai de reprendre dans l'ordre les nombreux indices rencontrés lors de mon enquête. Alors j'ai toujours entendu dire qu'il y avait un souterrain entre Rennes-le-Château et Coustoussan. C'est un souterrain qui descendait dans la vallée et qui passait, disait-on, sous la rivière La Salse et qui débouchait après dans le château de Coustoussan. Dans le village, on disait que le curé avait trouvé un trésor. Ça, tous les gens, même les plus anciens, le disaient. Les gens qui avaient vécu avec le curé, l'oncle de mon mari, son père, tout le monde disait qu'il avait trouvé un trésor. Et quand vous posiez la question à Marie, qu'est-ce que Marie disait? Ah ben, elle ne répondait pas et elle parlait d'autre chose. Pourquoi Marie esquivait-elle le sujet? Apparemment, même les anciens en parlaient avec difficulté. Les gens de Rennes, les anciens, ils ne voulaient pas du tout en parler de l'histoire de Rennes. C'était quelque chose, il fallait vraiment insister pour qu'ils se laissent aller pour dire quelque chose.
Ce que me disait mon père, en fait, les gens de Rennes lui en voulaient un peu, même parce que justement, il ne faisait pas travailler les gens de Rennes, il faisait plutôt travailler des gens de l'extérieur, des campagnes voisines ou des villages voisins. Le grand-père d'Henri Mariou travaillait pour la Bessonnière. Il était maquignon et il aurait touché beaucoup d'or. Mon père était Charles Mariou. Et mon grand-père Louis Mariou, qui connaissait très bien d'ailleurs la Bessonnière, puisqu'il était plus âgé que lui, il taillait les pierres qu'il ramassait aux cigalières, qu'il ramenait avec des tombereaux pour construire ce qu'il a construit. Il avait les Betania que l'on voit actuellement. Mon papa, il s'amusait devant le feu l'hiver avec des louis d'or qu'il lançait tout. Voilà. Mais des louis d'or, il y en a eu dans toute la maison. Dans la maison familiale, les parents du papa d'Henri le laissaient souvent jouer avec des pièces d'or. Et pourquoi pas? On raconte que la Bessonnière demandait à certains maquignons de vendre des objets dans des foires contre une commission. Les pierres par elles-mêmes, précieuses et tout, ce qui reste, c'est enfoui. Ça m'étonnerait que personne ne le trouve. C'était immense, ce qu'elle a trouvé au départ. Ce qui reste est enfoui. C'était immense. Parle-t-on du souterrain? Je décidai d'insister sur le sujet. Je sais beaucoup de choses que je ne vous dirai pas. C'est gentil d'être venu. Vous viendrez une prochaine fois. Mais qui touche à quoi, je veux dire Qui touche à beaucoup de choses. Cent ans après Sonnières, je me rendais compte qu'une gêne persistante résidait encore autour de l'affaire du curé dans la région. Pourtant, Pauline Olive, la tante d'Antoine Captier, lui aurait fait une confidence précieuse. Comme c'est le cas pour la plupart des personnes que j'avais interrogées à Rennes, Pauline, ma tante, me dit toujours « Oh, moi, je ne sais rien là-dessus, je ne veux pas en parler. » Mais à force de questionner un peu, d'insister, elle finissait par dire des petites choses. Notamment, elle parlait d'un souterrain. Il y avait même 2 souterrains à Rennes, disait-elle. Et surtout, elle me disait que Marie lui avait révélé le secret sur un trésor caché dans un souterrain. Elle a été toujours assez discrète. Simplement, elle me disait que c'était des choses religieuses. Donc, elle ne m'a pas parlé de pièces d'or ni rien, mais enfin, c'était des choses de valeur qui avaient permis à Sonnières de construire tout ce domaine. Des objets religieux, mais pas que. Selon Aronnax, plusieurs bijoux et monnaies anciennes ont été aperçus. C'est ma formation d'enquêteur de policier qui m'a relancé un petit peu dans cette affaire. J'ai été amené à investiguer sur des pistes qui avaient été oubliées par les chercheurs. J'ai retrouvé des témoins de premier ordre, et parfois j'ai recueilli leurs confidences. Oui, on a des preuves que la Bessonnière a trouvé des bijoux, des preuves matérielles. Il y a plusieurs témoins qui sont dignes de foi qui ont indiqué que Marie Delarno, et également certaines de ses amies, la bouchère de Quillan, la boulangère de Couisa, sa sœur de lait, qui s'appelait Julie Fonce, ont arboré, devant du monde, des beaux bijoux. Des bijoux qui semblaient anciens et très coûteux. Et c'était des bijoux qui étaient offerts par la Bessonnière, bien évidemment. Et puis l'abbé Gélis, qui avait pris l'habitude d'offrir à des membres de sa famille des pièces en or. C'est un de ses petits vœux qui l'affirme. L'abbé Gélis, l'abbé assassiné de Custosa, le village qui serait relié à Rennes-le-Château par un souterrain. Le coupable n'a jamais été arrêté, et sa mort est particulièrement mystérieuse. Il y a bien sûr l'abbé Gélis, et qui d'ailleurs fait partie de la première scène du film de Da Vinci Code, où on voit quelqu'un qui est étendu en position de gisant dans une salle du Louvre. Et en fait, c'est ce qui est arrivé à l'abbé Gélis, qui a été retrouvé mort dans son presbytère le 1er novembre 1897. Il a été donc odieusement assassiné, et on sait que le mobile du crime n'était pas crapuleux, puisqu'on a retrouvé des sommes d'argent, mais que par contre on a retrouvé auprès de lui une sacoche ouverte où il y avait probablement des documents. 15 000 francs. Une grosse somme d'argent pour l'époque ont été retrouvées intactes dans sa demeure. Encore un prêtre aux sources de revenus inconnues.
L'abbé Gélis avait-il lui aussi trouvé ce souterrain? Michel Vallet est un spécialiste des cas trésoraires et il suit l'affaire depuis plus de 40 ans. Après avoir rassemblé de nombreuses informations de sources diverses, il a réussi à reconstituer la chronologie et la liste des diverses trouvailles qui ont été faites dans l'église du village. Certaines ont peut-être été délibérément cachées par l'abbé Antoine Bigoud, le prédécesseur de Saunière. C'est peut-être dans l'église que se trouve une partie des réponses à nos questions. Voilà, nous voici dans l'église de Rennes-le-Château. À l'époque de l'abbé Saunière, il y avait des dalles assez larges et frustres. Lorsqu'elles ont été enlevées au début des travaux, on a tout de suite trouvé des tombeaux assez grands, mais tous vides. L'abbé Saunière fait démonter la chaire qui était vétuste, vermoulue. Lorsque la chaire a été démontée, elle a libéré un lot de papier. Des témoins ont parlé de paperasse, de la Révolution. Après le démontage de la chaire, qui était soutenue par un pilier, le pilier est mis dans un coin. Fameux pilier, donc, dans lequel mon grand-père aurait trouvé une fiole qui était dissimulée dans cette partie-là, qui est une cache. Comme vous pouvez le constater, vous voyez, l'abbé Saunière a refait cette partie, elle n'est pas dans le même bois, elle a fait refaire, parce qu'effectivement elle était pourrie, et donc comme les ouvriers avaient jeté ça un peu sans ménagement par terre, elle s'était entrouverte, et c'est là qu'il avait vu briller donc une fiole, dans laquelle il a dit qu'il y avait un bout de papier dedans, quelque chose. Parce que vous voyez, quand même, c'est assez long. Il a été porter cette fiole intacte à l'abbé Saunière. L'abbé Saunière l'a probablement remercié et s'en est resté là. Dans cette fiole, selon Michel Vallet, un parchemin qui invite à fouiller sous une dalle, en dessous du pilier en bois. Donc c'est bien ce qui s'est passé. L'abbé Saunière a fait soulever cette dalle et dessous a été trouvée donc une chemise de couverture noire, des clés et un livre. L'histoire de cette découverte par l'abbé Saunière ne sera connue qu'à la fin des années 30 par une parente de l'abbé. Antoine a rencontré cette dame 70 ans plus tard. Alors, ce qui a relancé pour moi mon intérêt pour le souterrain en particulier, c'est parce qu'il y a bien une autre personne avec qui j'avais des projets d'ailleurs d'écriture, qui m'a beaucoup parlé de l'existence effectivement d'un souterrain. Cette dame, lorsqu'elle était jeune, elle était très proche de Mademoiselle Marie. C'était une jeune fille. Elle a fini par lui dire certaines choses, pour lui faire plaisir. Elle était à la recherche d'un trésor, comme dans l'histoire du comte de Monte Cristo, Alors, elle farfouillait, comme on dit. Et donc, elle a fini par dénicher ça. Des documents bien cachés qui attesteraient la réalité du dépôt dans le souterrain. Même Marie ignorait leur existence. En fait, elle les a découverts, ces documents, d'après ce qu'elle m'a dit, à l'insu de Mademoiselle Marie. Et quand il lui en a fait part, qu'elle lui a montré, Mademoiselle Marie a été un peu surprise ou offusquée, et elle les a brûlés. Ce document, moi, d'après ce qu'elle m'a dit, c'était en particulier le principal, la liste de tous des objets qui étaient entreposés dans ce trésor. Une liste du trésor, mais également un mémoire. Un texte narrant la façon dont il a été caché en 1792, du temps de Bigoud. Ce même Bigoud qui aurait codé la fameuse stèle retrouvée dans les cimetières par la César. Ce document, d'après ce que l'on sait, raconte que fin août, au moment où l'évêque d'Alette prévoit de partir en exil en Espagne, des gens de confiance montent à Rennes, simulés lourdement chargés, s'enferment dans l'église, dans le cimetière, pendant 2 jours, et
Ils repartent les mains vides. Une incroyable histoire gardée secrète jusqu'à aujourd'hui, expliquant la possible origine du fameux trésor de l'abbé Saunière. Le trésor de l'évêché d'Alette, caché par son dernier évêque, Monseigneur de la Cropte de Chantérac. On sait qu'avec ce mémoire se trouvait un parchemin très long, avec une énumération assez pléthorique d'objets précieux, provenant de la cathédrale d'Alette, mais aussi énumérés une par une tous les objets de collection de l'évêque Cropte de Chantérac. Il y avait même des meubles et il y avait même sa bibliothèque. Alette-les-Bains se situe à 15 km de Rennes-le-Château. Alette signifierait « lieu choisi » ou encore « élu ». Encore un petit village très particulier où le comte du Razès élève le monastère en abbaye en 813. C'est une date à noter puisqu'on retrouve l'an 813 dans un roman de Maurice Leblanc intitulé « 813, les 3 crimes d'Arsène Lupin ». Selon les chercheurs, les livres de Maurice Leblanc pourraient bénéficier d'une double lecture. En effet, de nombreux éléments retrouvés dans les livres coïncident avec l'affaire de façon surprenante. Il est question d'abbaye, de souterrains, de documents, de trésors, d'un abbé Gélis et d'un monseigneur de Beauséjour. Celui-là même qui a traduit Béranger Saunière devant le tribunal de l'officialité. Beauséjour le soupçonnait-il d'avoir accédé au souterrain et de s'être enrichi subitement. Dès la découverte du tombeau des seigneurs, le souterrain semble devenir l'obsession de l'abbé. Il sait qu'après le tombeau des seigneurs, une galerie continue, qui descend hors du village. Elle est probablement un peu transversale, cette galerie. Et c'est une série de failles, mises bout à bout, quelque part. Et donc, l'abbé Saunière a des indications sur un dépôt qui se trouve en dehors du village, on va dire 1,5 km. Ce qu'il trouve, c'est que le terrain est très dégradé. Pas question de partir d'un seul trait du cimetière de Rennes jusqu'à l'endroit où étaient déposés les biens de l'évêque. C'est ce qui explique d'ailleurs ces recherches assidues et constantes dans le cimetière, du côté du château, parce que finalement, il avait un tracé de cette galerie et il a essayé de trouver une entrée secondaire, mais n'y est pas parvenu. Changement de plan pour l'abbé, qui aurait alors cherché la sortie du souterrain à plusieurs kilomètres loin du village. Au bout de plusieurs années, il aurait fini par réussir. Il faut expliquer surtout que l'endroit était très incommode. Il y avait des éboulements, il devait être très dangereux, des effondrements à cause de l'humidité, du fait que ce n'était pas entretenu, forcément, parce que ce sont des failles naturelles. L'abbé aurait alors avancé laborieusement, mais au bout de sa détermination, peut-être serait-il arrivé dans des salles plus larges, dont une avec des coffres, selon Pauline Olive. Il a dû trouver probablement à partir de 1898 et il a pu ponctionner, mais de façon très, très sporadique, on peut dire jusqu'en 1906-1907. Parmi ce qu'il a retiré de la cachette, évidemment, il y avait des objets précieux en métal, mais aussi des meubles, au moins quelques meubles assez anciens, Louis XIII, et des ouvrages de bibliothèque du XVIIe, XVIIIe siècle. Suite à des pluies très intenses, vint un éboulement qui stoppa net l'abbé. Et ce fut la fin de l'aventure du souterrain. Il est vrai que d'un point de vue géologique, Rennes-le-Château se trouve bien sur une faille. Et qui dit faille, dit réseau souterrain naturel. Souvenons-nous que le curé avait fait des fouilles dans le cimetière où se serait trouvée la tombe de la marquise. Or, de fossoyeur en fossoyeur, on se donnait une bien étrange consigne. J'avais demandé à mon père pourquoi, à un emplacement précis qui est auprès du clocher, on n'enterrait jamais plus personne là. Alors il m'a expliqué qu'à l'époque, un fossoyeur de la famille Sauzet, justement, lorsqu'il a voulu enterrer quelqu'un là,
lorsque la crise de Crous s'est effondrée subitement sous ses pieds et il a failli tomber, disparaître dans un trou. Alors depuis, donc, ça a été refermé et plus personne n'a été enterré à cet endroit-là. Alors cet endroit-là, précisément, il me disait mon père que c'était l'emplacement là où se trouvait à l'époque la tombe de la marquise de Blanchefort. La tombe indiquait-elle un accès extérieur au mystérieux sous-sol de l'église? Quoi qu'il en soit, cette histoire est à rapprocher de l'aventure de Pierrot Alquier, qui dans les années 30 aurait travaillé dans le cimetière de Rennes-le-Château et qui est passé dans l'émission radio Trésor du Monde. Guy Gentil l'a rencontré. Je faisais les marchés à ce moment-là. Donc je faisais le marché de Perpignan, j'avais un camion et je me faisais aider pour charger, pour décharger, je me faisais aider par ce qu'il appelait un trimardeur, qui était un SDF, quoi, gentil, comme ils étaient à l'époque. Je lui dis, mais c'est Pierrot, celui qui me donne un coup de main. On discute, et je lui dis, tu connais Rennes-le-Château? Il me dit, oui, il me dit, ils sont descendus de Paris pour me faire parler avec une boîte noire, mais je leur ai rien dit. Je dis, comment tu leur as rien dit? Oui, oui, ils sont venus de Paris, ils m'ont interrogé sur un curé, sur le trésor de Rennes-le-Château. J'avais pas parlé de trésor, moi, j'avais parlé juste de Rennes-le-Château. J'ai dit, pourquoi ils t'ont parlé de ça? Ben, il me dit, parce que je travaillais dans le cimetière de Rennes-le-Château, et en creusant une tombe, le sol s'est effondré. Et là, je suis tombé dans un souterrain où 3 hommes à cheval pouvaient se tenir, et là, il y avait des panières et des armes comme les Romains. Ah, j'ai dit, ah bon, alors je le fais parler, parce qu'il y avait une chose qui m'étonnait, un clochard, il sait où il y a un trésor, et il n'en profite pas, c'est... Donc j'ai dit, alors, il m'a dit, j'ai rempli ma bérette, j'ai rempli mes poches, c'est les paroles textuelles qu'il a eues. Il n'a pas dit béret, il a dit bérette. Là, j'ai travaillé 15 jours, au bout de 15 jours, j'ai donné congé, et je suis allé du côté de Mazamet, ou à Mazamet, et là, j'ai vendu mon or. Et qu'est-ce que ça fait après? Après, j'ai acheté un bar, il m'a dit. J'ai dit, un bar où? Il m'a dit, à Esperaza. Ah bon? J'ai dit, ça te ferait plaisir de revoir ton pays? Parce que moi, des fois, j'y monte vers là-bas. Il m'a dit oui. Et je l'amène à Esperaza. Je rentre dans un bar, parce qu'il y avait une chose qui me préoccupait, c'était ça. Il était tombé, il a trouvé un trésor et il est clochard. C'était pas normal. Donc je rentre dans le premier bar, personne ne le calcule. Bah, j'ai dit, ça doit être bidon. Il y avait un deuxième bar. On rentre dans le deuxième bar. Au bout d'un moment, il y en a un qui dit, oh Pierrot, qu'est-ce que tu fais là? Et je les laisse parler entre eux. Ils parlent entre eux. Quand ils ont fini, Pierrot nous rejoint, moi je vais vous trouver le bonhomme. Je lui dis, vous le connaissez ce monsieur? Il m'a dit, c'est l'ancien propriétaire du bar. J'ai dit, comment ça se fait qu'il est clochard? Il est rentré un soir et il a flingué sa femme ou un truc comme ça. En fait, je sais qu'il a pris 20 ans de prison. Mais alors, qu'est devenu ce trésor extrait du souterrain? C'est la question que s'est posée Aronnax. Si on admet que Béranger Saunière, moi c'est ce que j'admets, c'est mon postulat de base, a trouvé un gigantesque trésor. Ce trésor, il devait être constitué principalement d'objets précieux. Moi je pars du principe que c'était des bijoux et des pièces d'or en particulier. Il faut penser à ça. Saunière, il n'a pas payé les artisans, il n'a pas payé les ouvriers, il n'a pas payé ses fournisseurs en leur donnant des objets précieux. C'est sérieux. Donc, j'ai essayé de suivre la piste de celui que Béranger Saunière chargé de transformer l'or en monnaie de l'époque. Et c'est là que j'ai eu beaucoup de chance, qu'au cours de l'été 2016, en lisant un article d'un bon chercheur, d'un chercheur de haute volée qui s'appelle Patrick Pincior, j'ai vu qu'un certain monsieur Schwab venait à Rennes-le-Château régulièrement et il y rencontrait l'abbé Saunière. Il faisait affaire avec lui. Et j'ai commencé à travailler, puis mes investigations m'ont emmené jusqu'à Toulouse. Et là, j'ai retrouvé la trace d'un homme, le nom de Schwab. C'est un commerçant, un notable, qui était bien établi dans la bonne société de Toulouse. Alors, coïncidence, dans le quartier où habitait ce monsieur Schwab, se trouve également le statuaire, Mona, qui a fait l'hôtel de l'église de Rennes-le-Château, le nouvel hôtel, mais également l'architecte,
de Béranger Saunière, Tiburce Caminade, son banquier probablement, et également un ami proche de l'abbé Saunière. Mais il manque une preuve pour concrétiser cette intuition. Et c'est toujours et encore la même dame qui va faire avancer son enquête. Cette dame-là, au cours d'un des entretiens téléphoniques que j'ai eus avec elle, a confirmé l'existence de ce monsieur Schwab. Alors, cette vieille dame, c'est une dame qui a 90 ans maintenant. Quand elle était jeune, elle avait donc l'habitude d'aller régulièrement faire ses devoirs dans la tour Magdala. La tour Magdala qu'elle appelait le bureau du curé. Elle explorait la bibliothèque, elle était un peu curieuse. Elle a donc découvert dans le bureau de l'abbé un document qui était au nom de Schwab. Une histoire qui se répète avec une deuxième découverte, postérieure à celle des papiers qui concernent le trésor d'Alette. C'était, et c'est ça qui est intéressant, il s'agissait d'une facture ou d'un acte de vente relatif à des bijoux. Et le nom de Schwab figurait lisiblement en toutes lettres sur le document. Et ça, elle me l'a garanti. Alors, cette dame-là, celle que j'appelle mon informatrice, ne m'a pas donné d'indication particulière laissant penser que l'abbé Saunière avait trouvé un trésor. Bien au contraire. Par contre, les explications qu'elle m'a données quant à la fortune de l'abbé ne sont pas crédibles. Donc c'est pour ça que je me dis que cette dame sait beaucoup de choses, et qu'elle en garde énormément par-devers elle, mais qu'elle a dû un jour donner sa parole, faire une promesse solennelle, et de ne pas divulguer ce qu'elle savait. Mais derrière les renseignements, derrière les informations qu'elle donne, manifestement, elle essaie de prendre quelque chose. Ça, j'en suis intimement persuadé. D'après ce qu'on sait, Marie Denarnaud aurait dit à ces deux dames, à mon informatrice et à Pauline Olive, de l'endroit où l'abbé allait chercher son or, on voit les murailles du château. Je pense qu'on ne peut pas être plus explicite sur l'origine de la fortune de l'abbé. Un jour, je décide de rencontrer, non sans difficulté, cette dame. Elle m'accueille avec gentillesse. « Vous vous intéressez à l'affaire de Rennes-le-Château ? Posez-moi toutes les questions que vous voulez, me dit-elle. Je lui demande alors l'origine de la fortune de l'abbé. Elle me dit qu'il écrivait à des Français qui ont fait fortune en Amérique du Sud, leur racontant qu'il était un pauvre curé de campagne sans un sou, qu'il souhaitait rénover son église et qu'il aurait reçu des mandats avec beaucoup d'argent. Il aurait fait pareil en France en utilisant des annuaires. Il écrivait et recevait de nombreux dons. Voilà l'unique origine de sa fortune. Nul trésor, nul souterrain, rien de tout ça. Ce ne serait que des histoires. Pourtant, madame, on m'a dit que vous auriez trouvé la liste des trésors de l'évêché d'Alette. Surprise, elle me dit que oui. Elle a bien trouvé ce document et que Marie l'a brûlé dans la cuisine. Fin de la parenthèse. La conversation s'éloigne du sujet qui nous intéresse. Mais à un certain moment, elle me confie avoir reçu quelques bijoux de la part de Marie. Des bijoux ? Les avez-vous ici ? Puis-je les voir ? Non, je les ai donnés et ils ont été vendus. Déception. Mais, me dit-elle, je les ai en photo, dans ce classeur. Dans sa bibliothèque, un classeur parmi d'autres. Je découvre alors plusieurs photos, et parmi elles, un sautoir. Avec ce dernier, un certificat de bijoutier. Il serait de facture ancienne. Serait-ce là un bijou qui faisait partie du trésor ? Au vu de mon intérêt, elle me propose de garder les photos qui ne lui sont d'aucune utilité. Je décide alors de la questionner sur M. Schwab, et j'en profite pour enregistrer notre conversation en regrettant de ne pas l'avoir fait avant. Elle m'explique qu'elle a découvert son existence à travers le faire-part de sa mort. Et alors, un jour, il dit à Marie, qui c'est ce Schwab qui est mort ? Alors on me dit, ah, c'est ce l'homme en noir, c'est celui qui venait chercher des choses de la boîte. Je lui demandais alors, excusez-moi madame, mais quelle chose ? Des bijoux. Je ne sais pas s'il venait de Belgique ou de Hollande. Il est des diamantaires. Hein. Diamantaires ? Comment l'avez-vous su ? Marie me l'a dit, à force de lui tirer des choses. Elle disait pas diamantaire, elle disait bijoutier. Voilà. Mais alors, que vendait l'abbé à ce monsieur Schwab ?
Il vendait des pierres, des perles, de l'or. Il venait, on mangeait bien. Il venait avec l'oncle Achille qui le conduisait à Rennes-le-Château. Et après la mort de l'abbé, Marie avait-elle gardé contact avec ce Schwab? Monsieur Schwab, c'était donc Marie qui avait dû trouver son adresse, ou je pense que c'était mis en rapport avec lui. Alors, Igounet, il montait souvent pour acheter des moutons. Voilà. Et alors, elle lui avait dit, il y a un monsieur qui viendra me voir, tu viendras me l'amener. Schwab, le mystérieux homme en noir. Marie lui avait écrit. Elle avait des choses à vendre. Le filleul de l'abbé le transportait de la gare à Rennes-le-Château comme un rituel bien établi. Car déjà à l'époque, l'abbé Saunière lui vendait lui aussi des bijoux et autres objets de valeur. Avant de prendre congé, je lui demandais si Schwab était déjà venu dans le village. Mais il était venu avant parce qu'il était venu du temps du curé et après il s'était fâché parce qu'il venait acheter les choses du souterrain. Les choses du souterrain. Je vis alors dans les yeux de mon interlocutrice un immense trouble, comme si quelques mots lui avaient échappé, une phrase en trop, un tabou, un secret. Et je fus persuadé à ce moment-là de l'existence du souterrain et du trésor de l'abbé Saunière. Si vous prenez un peu de hauteur, non loin du village de Rennes, une surprise est de taille. Tel un clin d'œil à tous ceux qui rêvent de trésors enfouis et de galeries mystérieuses, un effondrement de terrain conséquent nous laisse penser à l'existence de cavités dans le sous-sol castelrennais. Quoi qu'il en soit, quelque part, il y aurait donc un souterrain, oublié, éboulé, et un trésor englouti. Un trésor probablement impossible à atteindre. Un trésor de légende. Était-ce une énième illusion? Peut-être que l'envoûtement de cette colline enchantée m'avait pris au cœur de sa toile. Et malgré moi, peut-être étais-je devenu, moi aussi, un chercheur.